Mesdames, Messieurs, comment déjouer le piège à con des perturbateurs endocriniens? Mesdames, Messieurs, vous savez qu'en 2010, le terme de perturbateurs endocriniens n'existait pas, ni sur Internet, ni sur Wikipédia, et encore moins dans les revues scientifiques. On parlait plutôt de dérèglement hormonal ou endocrinien, etc. C'est à ce moment-là que moi, Isidore Ayatonga, j'introduisais le néologisme perturbateur endocrinien. Dans le forum de l'ancienne version de mon site celio.fr et notamment dans la rubrique Sciences, Médecine, Environnement et Société. Le terme était publié dans l'article Perturbateurs endocriniens, comment déjouer les pièges à con des perturbateurs endocriniens. Notons au passage que j'ai d'abord une licence de physiologie animale et aussi une maîtrise des sciences naturelles. Voilà, sciences de la vie et de la terre. J'ai aussi une maîtrise de sciences et techniques environnement et un diplôme d'ingénieur en environnement et développement durable. Donc vous êtes au bon moment en ce qui concerne, au bon endroit en ce qui concerne le traitement de ces perturbateurs endocriniens, en tenant compte de la science, de l'environnement et de la société. Aujourd'hui, bon, c'est plus de 400 000 pages sur Internet traitant le terme perturbateur endocrinien. Bravo Isidore Ayatonga d'ailleurs. Moi je ne suis pas égocentrique, mais je peux dire oui, mais sinon, vous pouvez toujours aller vers Google et demander est-ce que le terme là a été introduit par ce monsieur-là. Il existait depuis quand? Vous verrez que dans Google, en 2009, il n'y avait pas ce terme-là. Il a été fondé avec moi. C'est moi qui l'ai fait en 2010. Mesdames, Messieurs, bon, donc, comment déjouer les pièges à con des perturbateurs endocriniens? Donc, il faut d'abord définir, que je puisse vous définir qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien ou les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des agents qui paraissent influer ou perturber le fonctionnement des hormones et des cellules de notre corps. Les perturbateurs endocriniens créent une instabilité hormonale et génétique. Cela s'accompagne d'un dérèglement des mécanismes génétiques normaux, cellulaires fondamentaux. Le perturbateur endocrinien peut prendre le contrôle du cycle cellulaire, de la réplication ou de la réparation de l'ADN. La cellule déréglée ou tumorale, dire cancéreuse, ne tient pas compte des mécanismes hormonaux et épigénétiques normaux, c'est-à-dire ce qui est de notre environnement, et qui sont touchés directement, leur intégrité modifie leur fonctionnement et surtout l'expression de certains gènes. Oui. Comment déjouer les pièges à con de perturbateurs endocriniens? Mais il faut d'abord les reconnaître. Si vous ne connaissez pas les perturbateurs endocriniens, vous ne pouvez pas les connaître, ils sont partout. Je peux vous en citer par exemple le cas du bisphénol A pour les biberons. On le trouve dans tout notre quotidien, les additifs alimentaires. C'est des perturbateurs endocriniens. Bon, ils sont tous classés parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs, les additifs alimentaires, par exemple, industriels, il y a les plus dangereux, moins dangereux, autres. Bon, donc, si je peux vous citer, par exemple, moi, je peux penser dans ma tête. Les très dangereux, c'est le E123, les E510, les E513, E725, par exemple. Voilà. Bon, il est moins dangereux, on peut dire, bon, ben, c'est tous les sons, hein, les sons que vous connaissez. Hein. Il y a aussi 110, par exemple 200 aussi, 222, il y a 223, il y a tout ça. Les cancérigènes, ce qui peut provoquer des cancers. Oui, c'est quoi? Tout ce qui est E31, E53, 210, 240, bon, il y en a plein, voilà. On les trouve dans l'alimentation que nous consommons, les produits surgelés, les produits les traités qui sont dans nos supermarchés et autres. On les trouve partout. Dans
ce que nous consommons comme aliments, ce que nous retrouvons dans les salles de bain, et aussi dans la cuisine et tout ça. Donc ils sont partout. Oui, il y a ceux qui ont des effets sur la... Ils créent des troubles gastriques et d'autres aussi les maladies cutanées. N'oublions pas aussi les maladies intestinaux, la tension artérielle, oui, les AVC et autres, c'est tout ça. Bon, ceux qui sont dangereux aussi pour les enfants, par exemple le EED 170, les interdits carrément. Mais où est-ce qu'on se trouve par ça? Il se trouver dans des pays où les normes environnementales et écologiques ou même sanitaires ne sont pas, voilà, les fameux E3, hein, les E5, le E110, 111 ou 121, bon, il y en a plein. Et tous ceux qui sont soupçonnés, parce que je reviens toujours à ceux-là de 477, bon, tout ça, ce sont des perturbateurs. En fait, les perturbateurs, pour faire tout simple, les perturbateurs endocriniens, on les trouve partout. Ils sont à la maison, dans le salon, dans votre salon, vous avez pris plein de perturbateurs là. Dans votre cuisine, surtout là où se trouve dans la salle de bain. Ah, là-bas, c'est l'enfer. Et aussi, pour l'agriculture, des pesticides, voilà, les traitements des espaces verts et tout ça. Vous connaissez tout ça. Donc, les gens connaissent. Il faut s'informer. Bon, donc, les perturbateurs endocriniens sont partout et auraient des effets néfastes sur notre santé. Et donc, il est urgent de mettre un terme à la contamination non seulement de l'environnement et du corps humain aussi, en retirant les perturbateurs endocriniens de nos biens de consommation courante. Bien sûr que c'est dans les sociétés où les gens ont au moins un cerveau qui agite leur cerveau qu'on a on peut traiter ces problèmes, mais dans le tiers-monde, c'est un problème. Hein. Ça va être vraiment un souci majeur sanitaire mondial. Dans les pays du tiers-monde où les dictateurs règnent en maître, où les gens n'agitent pas leurs neurones, et donc il n'y a rien du tout. Il faut voir par exemple les cas des villes poubelles, les déchets ménagers assimilés. Voilà dans les villes poubelles pathogènes africaines. C'est du bazar total. Bon. Donc il est urgent de mettre un terme de contamination de l'environnement, d'ailleurs de notre corps, en retirant de nos biens de consommation courante. On pourra aussi, parce que la première médecine, c'est d'abord l'environnement. L'environnement, c'est l'eau, c'est tout ce que nous consommons produit. Donc, aujourd'hui, il y a une double opportunité qui peut se présenter à nous avec des négociations réglementaires, non seulement à l'échelle européenne, mais il peut être aussi à l'échelle planétaire. La COP 21, 22, 23 devient aussi un enjeu stratégique sur ces perturbateurs endocriniens à l'échelle mondiale. Mesdames, Messieurs, oui, pour qu'on traite que des sujets périphériques, au lieu de trouver les sujets qui sont là. Voilà. Vous savez que les études et les rapports scientifiques s'accumulent pour désigner le rôle des perturbateurs endocriniens, les PE, dans le déclin de la biodiversité et de l'explosion des maladies chroniques liées, telles que les cancers, l'infertilité, le diabète, l'obésité et les troubles comportementaux. Oui, mesdames, messieurs, oui, nous pouvons traiter ces problèmes-là si et seulement si nous soyons ensemble responsables à tous sur différents niveaux. Et d'où l'enjeu de repenser les problématiques de comment repenser la consommation durable déjà. Je pense que dans un cadre conceptuel, la santé durable résulte d'un processus consensuel. Optimiser le rapport social-économie et cycle de vie éco-produit afin de préserver la santé publique dont appartient à chaque être vivant ou chaque individu le bonheur des potentialités de la vie. Le consommateur durable est l'application de ce principe à la partie des filières économiques et écologiques qui peut être sous le contrôle d'ailleurs de consommateurs eux-mêmes, mais aussi de la responsabilité des citoyens, nous aussi. Mesdames, Messieurs, la consommation durable entend ainsi contrôler les chaînes ou circuits de production et de commercialisation, leur impact sur les environnements et la santé des consommateurs sur différentes échelles, individuelles, locales, nationales, continentales et planétaires. Cette contre-réaction
que le consommateur responsable de leur santé et de leur environnement local et solidaire, de la stabilité de l'environnement planétaire, constitue un immense pouvoir politique de rénovation de l'économie des marchés. Mesdames, Messieurs, la consommation durable fait appel aujourd'hui à ce que j'avais déjà introduit en 2011 d'ailleurs, que j'appelais l'idéologie pouvoir d'achat, savoir d'achat, contre l'idéologie pouvoir d'achat. L'idéologie savoir d'achat est un mouvement socio-économique et écologique international. Prenons la consommation des produits des entreprises qui respectent la valeur travail et aussi la valeur verte, c'est-à-dire notre santé. L'idéologie savoir d'achat considère que certains aspects du capitalisme, tels que les plans sociaux abusifs, les crises financières à répétition, l'exploitation sauvage des ressources naturelles et les produits de consommation néfastes pour la santé, les dégradations écologiques et risques environnementaux majeurs subis sont inutiles et indésirables pour les générations actuelles et futures. Mesdames, Messieurs, on ne vous demande pas de vous préoccuper de ce qui est dans le produit, mais si vous préoccupez sur sa qualité, sa traçabilité, c'est-à-dire son cycle de vie. Parce que vous êtes des savoirs d'achat et non des consommateurs, qui eux ont tous un pouvoir d'achat, c'est-à-dire du clochard au milliardaire. Le savoir d'achat connaît à peu près le cycle de vie du produit auquel il adhère, contrairement au consommateur qui achète seulement son produit au regard de son pouvoir d'achat. La consommation durable est un des principes fondateurs d'une éthique universelle, faisant de chaque individu, de chaque homme politique, un éco-citoyen respectueux de la santé de ses administrés, de ses électeurs, et aussi respectueux de la santé de son environnement local et solidaire, de l'environnement planétaire. La consommation durable est une nouvelle éducation civique et politique d'ailleurs de l'environnement pour le développement de l'éco-citoyenneté et le renforcement des sociétés plus que jamais démocratiques. Espérons-le avec votre concours et philosophie de l'universalisme, protectionnisme environnemental et sur différentes échelles, en tenant compte des problématiques valeurs ajoutées, économie, développement, décroissance économique, économie circulaire, développement circulaire, liberté circulaire, justice circulaire, etc., sur différentes échelles, je vous ai répété, individuelles, locales, rurales, urbaines, nationales, continentales et planétaires. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.